Dans les facs et les lycées, la mobilisation s'organise contre la réforme du bac et la sélection à l'université. Où en est cette mobilisation? Quel est l'objet de cette réforme? Qu'est-ce que ça implique pour les élèves et les profs? On en discute avec Rémi Breton, militant du syndicat Sud étudiant de l'université de Lille 2. Alors Rémi, est-ce que tu pourrais nous expliquer les grandes lignes de la réforme du bac et du lycée, qu'on appelle également la réforme Blanquer, et est-elle une poursuite de ce qu'on appelle le plan étudiant? Absolument. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un véritable problème public qui a été créé par cette sélection en première année. Sélection en première année qui est déjà une réponse à un premier problème public. C'est que aujourd'hui, on a vu récemment, enfin en tout cas dans les années précédentes, énormément de lycéens qui ont été bloqués après l'obtention de leur baccalauréat par le système de sélection au tirage au sort. Le tirage au sort qui sélectionnait sur le hasard les lycéens à la suite de leur baccalauréat. Et en fait ça posait un premier problème public, c'est que le bac, qui était la barrière sociale à l'accès à l'université, n'était en fait plus vraiment une barrière totale, puisqu'on tirait au sort dans certaines universités le droit pour certains lycéens d'y accéder. Donc il y avait des filières où certains lycéens ne pouvaient plus accéder. Mais or, le problème, c'est que dans l'enseignement supérieur public, tout lycéen qui a obtenu son bac a le droit d'obtenir son entrée à l'université. Donc on disait le tirage au sort est profondément injuste, et c'est vrai. Mais donc pour répondre à ce problème public du tirage au sort qui était le gros problème actuel, on a inventé la sélection à l'université. C'était l'objet de la réforme Vidal qui va arriver, la sélection à l'université sur la base d'attendus. Les attendus en licence, c'est en fait un certain nombre de prérequis. Par exemple, en licence de droit, moi je connais par exemple à la fac de Lille 2, il va y avoir un certain nombre d'attendus, notamment des attendus absolument affreux. Parce que par exemple, en licence de droit, on demande un bon niveau de connaissances en mathématiques. Il y a tout un questionnaire comme ça, et c'est absolument problématique. Et le problème de la sélection en licence 1, c'est aussi toute la charge de travail que ça va engendrer pour les enseignants-chercheurs, qui sont absolument pas la charge aujourd'hui de traiter un certain nombre de dossiers qui vont arriver dans les universités. Par exemple en droit, ça va arriver 5000 dossiers pour 1500 places d'étudiants, et donc il y a un traitement des dossiers qui sera absolument faramineux, et donc ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc réponse à un premier problème public, le tirage au sort par la sélection. Or, le tirage au sort, si je puis me permettre, était en quelque sorte moins pire que la sélection, puisque c'était pas du tri social. Et donc pour maintenant permettre de répondre aux attendus qu'il va y avoir dans les licences pour l'accès à la sélection en L1, eh bien un nouveau problème public est créé, puisque la génération test qui va arriver, c'est-à-dire la génération des années 2000 juste maintenant, n'aura pas des attendus absolument fixés par rapport à ce qui est demandé en L1. Donc pour répondre à ce deuxième problème public qui a été créé par le tirage au sort à la base, on invente une autre solution qui est le bac à la carte. Alors le bac à la carte, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un couple en fonction des enseignements, avec par exemple des couples de majeurs. On a 8, 9, 10 majeurs qui sont prévus par le rapport de Mathieu. Le rapport Mathieu, c'est ce qui en fait engendre la réforme Blanquer qui va arriver. Le 14 février, le ministre Jean-Michel Blanquer va annoncer la réforme. Et donc, dans ces couples de majeurs, 8, 9 à 10 majeurs, il y aura un certain nombre d'enseignements qui seront couplés entre eux. Donc, par exemple, ça pourrait être maths physique, ça pourrait être histoire géo, sciences économiques. Et en fait, ces couples de majeurs-mineurs, ils colleront aux attendus de la réforme de sélection. Et donc en fait, pour lier tous les problèmes ensemble, on a créé plusieurs solutions. Mais finalement, on répond pas vraiment au vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a toute une génération qui est née dans les années 2000 et qui a envie d'avoir une place à l'université. Et au lieu de les trier socialement, on devrait faire quelque chose qui serait beaucoup plus symboliquement fort et quelque chose de grand pour une nation qui est aussi riche que la France, qui est la 5e puissance mondiale. Ça serait de créer des universités, de donner des moyens, de donner des financements aux facs. Et ça, on le fait pas. On entend parler de libéralisme scolaire au sujet de cette réforme et même d'extension de la loi travail. Est-ce que tu pourrais préciser ce que ça veut dire du libéralisme à l'école ?
Alors le libéralisme, moi, enfin la façon dont je le vois, ce serait un libéralisme pas économique, ça serait un second volet du libéralisme, ce serait le libéralisme d'un point de vue de la liberté, liberté de choisir dans les enseignements, dans les couples majeurs-mineurs. Sauf que le problème, c'est que ça crée un énorme quota d'inégalité en fait. Parce que avec ces bacs à la carte, ce qu'on va faire avec les couples de majeurs-mineurs, c'est que au-delà de ça, il y aura des établissements qui auront le droit de créer leur propre couple de majeurs. Et donc, en fait, ça va créer des dissensus entre les établissements. Première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que entre Henri IV, dans la banlieue, entre Henri IV dans le 5e arrondissement de Paris et Jean Rostand dans la périphérie de Roubaix, mais excusez-moi, mais il y a un univers social de décalage qui est énorme. Et donc, sur ces 40%, parce qu'en fait, c'est ça que ça va créer, hein, le libéralisme scolaire. Il y aura 40% des enseignements, enfin 40% de la notation au bac qui va être contrôlée sur du contrôle continu. Donc 40% de la note au bac. Mais c'est 40% de moins d'égalité républicaine. C'est 40% en moins qu'on enlève aux enfants des classes populaires devant l'accès à l'université. Donc c'est un vrai problème. Alors, excusez-moi, mais au pays des Lumières, eh bien, je suis désolé de vous dire que, encore une fois, les enfants des classes populaires vont se prendre la lampe torche de l'élitisme en pleine gueule. Oui, donc c'est ça, c'est l'autre volet litigieux qui est la question du tri social. C'est qu'on accuse cette réforme de permettre de faire le tri au lycée, justement vis-à-vis des classes populaires avec la modification du protocole d'entrée à l'université. Absolument, c'est tout à fait ça. Vous avez sans doute lu comme moi Les Misérables. Dans Les Misérables, il y a une phrase magnifique, c'est que la misère sociale commence à tout âge. Et en fait, avec cette génération de nouveaux lycéens, de néo-bacheliers qui vont bientôt arriver, ben nous en fait on voit dans chacune et dans chacun d'eux un potentiel ou une potentielle Cosette en fait, qui va peut-être se prendre sur la gueule tous les dégâts du néolibéralisme depuis 30 ans. Et toute la logique, mais complètement mortifère d'un système qui ne comprend pas que pour l'accession à une nation mais plus vertueuse, où il y a de l'innovation, etc., il faut donner des moyens. On parle du bac, on parle du maintien du bac tel qu'il est, néanmoins est-ce qu'on ne peut pas critiquer la valeur symbolique du bac au sens où il est aussi parfois un outil de pression sociale et familiale, un instrument de discrimination, vecteur d'estime ou au contraire de dédain? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire néanmoins à cet endroit-là? Alors oui, tout à fait. On parle aujourd'hui de sélection, mais il ne faut pas obliger que le bac est déjà une sélection en soi. C'est déjà une sélection sociale, on peut le voir que dans l'accès à la réussite, il y a d'énormes divergences entre différents milieux. Et donc, quand on critique la sélection, il faut aussi savoir critiquer la sélection sur tout point. Il faut avoir une cohérence idéologique sur l'ensemble. Alors, oui, effectivement, nous, dans ce qu'on revendique actuellement, c'est le maintien du bac comme palier d'accès à l'enseignement supérieur. Mais il faut aussi se questionner de manière cognitive sur le bac en soi. Le bac en soi, oui, c'est une barrière sociale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider les lycéens qui ont des problèmes à obtenir leur bac? Eh bien, là aussi, il faut donner des moyens au lycée. Là aussi, il faut faire un meilleur accompagnement. Mais la réponse, c'est absolument pas de mettre en concurrence les filières, enfin non, pas les filières, de mettre en concurrence les établissements entre eux. Donc, ce qu'on voudrait effectivement pour un meilleur enseignement, une meilleure éducation nationale, c'est un meilleur accompagnement des lycéens. Et ça passe par l'augmentation des profs, ça passe par un meilleur accompagnement, tout simplement. On a l'impression que le lycée est touché par un énième volet d'austérité et de restrictions budgétaires. Absolument. Mais d'ailleurs, cette réforme, elle va toucher les profs. Elle va toucher les profs parce que dans ce projet de mineurs majeurs, il y a des couples d'enseignement qui vont être un petit peu évincés de l'équation, si je puis me permettre. Par exemple, c'est le cas des philos, des SES et des SVT qui vont grandement être désaffectés de postes en CAPES. Et donc à ce niveau-là, on a tout un volet de revendications du corps enseignant aussi. Vous avez les syndicats SNESUP, FSU dans l'enseignement supérieur et le SNES dans l'enseignement secondaire qui sont vent debout contre cette réforme. Je me demandais aussi si le fait de supprimer un peu l'accès à... pas supprimer, mais de rendre plus difficile l'accès à l'université, allait pas rediriger les élèves vers des formations beaucoup plus pratiques, vers de l'alternance telle qu'on la vante sans arrêt, et en gros produire des élèves qui sont avec un meilleur taux d'employabilité.
ce qui n'est pas le cas pour l'instant avec les élèves qui auraient un master à la sortie de l'université. Et donc là, ça ferait le lien avec le chômage. Mais le chômage, c'est la même logique, finalement, c'est exactement la même logique que l'université. On nous vend des formations pour les chômeurs pour qu'ils trouvent un emploi. Mais le problème, c'est pas ça, c'est un problème quantitatif tout simple. Il y a plus d'offres d'emploi, il y a moins d'offres d'emploi en France que de demandeurs d'emploi. On a 3 millions, selon des chiffres qui ne me sont pas favorables, hein, c'est les chiffres de Pôle emploi. 3 500 000 chômeurs et 300 000 offres d'emploi. Vous voyez bien que c'est pas possible. Donc, que la formation, qu'il y ait des nouvelles formations pour les chômeurs, très bien, mais ça ouvrira pas les portes à une employabilité plus forte. Et donc, c'est exactement la même logique pour des formations professionnalisantes. Il n'y aura pas plus d'emplois du jour au lendemain comme ça parce qu'on a professionnalisé les gens. C'est des conneries. C'est exactement la même logique que ceux qui nous vendent à droite, hein, à la fac je les connais, qui nous vendent des diplômes professionnalisants, des masters professionnalisants. C'est la même bêtise. Et donc la logique c'est exactement la même. Ouvrons le nombre de postes d'enseignement à la fac, ouvrons le nombre de postes d'accès en licence, et puis surtout, si c'est une question, la question économique de l'employabilité, c'est la relance keynésienne par la consommation. C'est-à-dire, il faut augmenter les salaires pour que les gens consomment plus, et pour qu'au final, on y ait plus de possibilités d'emploi. Donc c'est une logique globale. Il faut repenser les choses. Parlons de la mobilisation maintenant. Où en est-elle tout simplement? Quelles sont les revendications aujourd'hui des syndicats étudiants ou des syndicats d'enseignants d'ailleurs? Et quel est le calendrier à venir? Alors la mobilisation, si je peux parler sur l'île précisément, pour l'instant, enfin dans l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, elle va plutôt bien. On a eu 2 manifestations, dont la dernière c'était le 6 février il me semble, qui s'est plutôt bien passé avec sur l'île, je sais plus, 1500, 1200, 1500 personnes. C'était pas mal. Donc là, ce qu'on espère, c'est que ça va redoubler d'efforts, parce que nous, à la fac, on voit que les étudiants sont de plus en plus informés sur les motivations de ces projets de loi et sur l'ensemble du cadre cognitif qui les motive. Et on a envie de les motiver encore plus pour qu'ils soient encore plus à même de manifester une solidarité générationnelle avec les lycéens qui arrivent. Il faut que les lycéens soient eux à même de bloquer leur lycée, de se mobiliser, parce que nous aujourd'hui on est déjà dans le système. Moi par exemple je suis en 3e année de sciences politiques, tout va bien pour moi. C'est pas pour moi que je me mobilise, c'est pour l'ensemble des lycéens qui aujourd'hui vont être la génération test et qui vont se prendre un sacré taquet dans la gueule si je puis me permettre. Donc voilà, là aujourd'hui la mobilisation elle va redoubler d'efforts et on a un prochain rendez-vous le 14 février à l'occasion du jour où le ministre Jean-Michel Blanquer va faire son annonce de la réforme d'après le rapport Mathiot en Conseil des ministres. Il va falloir être fort, il va falloir être nombreux, se mobiliser en masse et construire ensemble la convergence des luttes contre ce projet profondément désastreux pour l'université et pour les lycéens. Et donc les revendications ? Alors les revendications, elles sont simples. Déjà le retrait de cette réforme de sélection d'une part, et ensuite l'augmentation des moyens pour l'université. On a eu la ministre Vidal au début de l'année qui nous a enlevé 330 millions pour les facs. On a envie que ça augmente. À la fac de Lille 2, par exemple, je vois, il y a 2 ans, on a eu 8,7 millions de budget par l'État ôté en moins. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, selon les experts, on aurait entre 6 à 10 universités à créer en France. Bon, bah c'est un vrai objectif. Allons-y, on s'y met.